Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en ce début d'année, je vous propose le top 5 des meilleurs BD que j'ai lus en 2019. Je vous propose cette fois-ci un top 5 et non pas un top 10 pour la simple et bonne raison que, en 2019, j'ai lu moins de bandes dessinées qu'en 2018, tout comme les livres d'ailleurs, et que, qui dit ratio de bandes dessinées lues plus petit, dit ratio de coups de cœur plus petit. J'en avais 6 ou 7, mais pas assez pour faire un top 10, et je trouvais que le top 7, ça faisait bizarre. Donc j'ai sélectionné les 5 qui m'ont le plus plu. Et du coup, on peut considérer que c'est la crème de la crème de la crème de la bande dessinée que j'ai lue cette année. Du coup, je vous propose de ne plus trop papoter, histoire qu'on ne fasse pas trop long. Hein, on va essayer, vous me connaissez maintenant. La première bande dessinée que j'ai choisie pour ce top 5, il s'agit de Mickey et l'océan perdu de Disney, hein, et c'est de Philippi et de Camboni, je ne sais pas lequel a fait quoi. Donc le scénario est de Denis Pierre Philippi, le dessin est de Silvio Camboni et les couleurs sont de Gaspard Ivan. Et donc c'est aux éditions Glénat. Il était impossible pour moi de ne pas mettre cette bande dessinée dans le top 5. Il faut avouer qu'elle est pour une partie dans ce top 5 à cause de sa tête, hein, de sa beauté, parce que ça fait, je trouve, partie intégrante de cette bande dessinée. Regardez-moi cette couverture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve juste superbe. Elle est juste... vous avez le dos en toilé, hein, et vous avez encore un petit dessin à l'arrière. Elle est juste magnifique. Voilà. Alors, dans cette histoire, c'est quoi l'histoire? Dans cette histoire, c'est quoi l'histoire? Ludo parle déjà très bien français. Alors, tout commence quand on retrouve Mickey, Dingo, Minnie, etc. qui sont en expédition dans le froid. Voilà, je ne sais plus trop si c'est au pôle Nord, dans l'Antarctique. Je crois que c'est en Antarctique, mais je ne suis pas sûr. Grand Nord de l'Ouralie, 17e année après le grand conflit. Et donc, on est après un grand conflit et le monde marche grâce à une certaine substance, un peu comme de l'essence, sauf que c'est une substance qui n'est pas de l'essence, et cette substance est plutôt rare, et donc il faut faire des expéditions pour en trouver. C'est ce que Mickey, Dingo et compagnie font au début de cette histoire. Ils en trouvent, ils retournent chez eux, et quand ils retournent chez eux, on voit en tout cas une annonce qui dit qu'il y a un grand concours pour créer une machine qu'ils appellent, c'est un scaphandre qui porte un nom spécial, l'autoscaphe. Et l'autoscaphe sert à quoi? Eh bien, ça servirait à pouvoir aller dans les profondeurs de l'océan, mais très profond, là où normalement on ne sait pas aller parce qu'on n'a pas encore les moyens. Et donc Mickey va décider de participer à ce concours de création de scaphandres. Sauf que c'est le début des ennuis et c'est le début des aventures. Il y a deux choses bien distinctes. Tout d'abord, c'est que Mickey va rencontrer le fameux Patibulaire, que vous connaissez sans doute tous, si vous êtes familier avec l'univers de Mickey, et même si vous n'êtes pas familier, je crois que Patibulaire fait quand même partie de ces personnages assez connus. Et le deuxième souci, c'est que, quand on crée des machines révolutionnaires, on peut s'en servir pour le bien et on peut s'en servir pour le mal. Voilà. Et là, vous êtes en train de vous faire le lien patibulaire, le mal. C'est bon, Ludo nous a spoilé la BD. Pensez-vous que je vous en dirais autant si c'était spoilant? Voilà. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup adoré. Il y a de l'aventure, il y a de l'action. Il y a pas mal de... J'ai vu à la caméra la ligne là, je me dis, non, Dieu, waouh, ma BD est abîmée. Mais en fait, non, c'est un dessin. Il y a différentes
comment dire, ambiance. On est d'abord dans la glace, dans la neige, au pôle Nord. Ensuite, on est dans la forêt quand il fait beau. Et puis, on est dans la mer. Enfin bref, il y a beaucoup d'ambiance comme ça. Il y a pas mal de rebondissements. On ne s'ennuie vraiment pas. Elle est quand même assez épaisse hein, comme bande dessinée. De mémoire, je l'avais payé 15 euros. Ouais, bah 15 euros, prix toute comprise France. Donc voilà, c'est 15 euros, mais elle est plus grande qu'une BD classique à 10 euros. Le dos étoilé, elle est assez épaisse. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine, personnellement, je trouve. Je trouve personnellement, plutôt. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un détail mais ridicule, mais voilà, ça a participé à ce qui m'a plu. C'est que la bande dessinée est divisée en petits chapitres, comme si c'était un livre. Vous voyez ici, vous avez le prologue. J'en profite pour vous montrer un petit peu les dessins, histoire que vous tombiez complètement amoureux de cette bande dessinée. Moi, je vous le dis, je l'ai lu, je ne sais plus, absolument plus quand. Voilà, pour être tout à fait honnête. Mais j'en garde un excellent souvenir. Voilà, je ne peux que vous conseiller cette bande dessinée. Ensuite, une autre bande dessinée qui a marqué mon année. Il y a deux bandes dessinées parce que j'ai lu les deux à l'un à côté de l'autre. Il s'agit de la saga Lemmings de Chris et Besson aux éditions Kennes. Qui fait quoi? Le scénario est de Chris et les dessins et couleurs sont de Besson. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ici, on est dans une saga plutôt jeunesse. Je crois que c'est destiné plutôt aux plus jeunes. Mais bon, moi, écoutez, j'ai bientôt 30 ans. J'ai même 30 ans déjà au moment où vous voyez cette vidéo. Non, je pense que j'ai pas encore 30 ans. Si, j'ai déjà 30 ans. Si, ça y est, j'ai déjà 30 ans au moment où vous voyez cette vidéo. Pauvre de moi. Bref, j'ai 30 ans et j'ai passé quand même un bon moment avec cette bande dessinée. Je pense que les bandes dessinées, si on a gardé un petit peu notre esprit jeune et notre esprit d'enfant, tout passe tout de même. Dans cette bande dessinée, on suit un village dans lequel il y a des vikings. Et dans ce village de vikings, il y a surtout des lemmings, des petites bestioles comme ça. Regardez. D'ailleurs, il y a la définition de lemmings derrière la bande dessinée. Et donc, dans ce village où il y a des lemmings, on suit l'histoire des vikings, des humains, mais en parallèle, on suit l'histoire des lemmings. Et le problème, que ce soit pour les humains ou pour les lemmings, c'est que ce petit village a été attaqué il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années par des géants. Et ils ont réussi à battre les géants grâce à quoi? Grâce à une gemme bleue que vous voyez là. Et eh bien c'est la panique au village parce qu'on a appris que les géants allaient réattaquer. Et la seule défense qu'on a, c'est cette fameuse gemme bleue. Le problème, c'est que la gemme bleue, elle a été volée par les lemmings. Volée, c'est un grand mot. Un lemmings l'a trouvé, il l'a trouvé jolie, et donc il l'a pris. Je pense pas que les lemmings aient une conscience pour se dire je l'ai volé. Hein. Pour eux, ça traîne par terre, on l'a trouvé, on peut prendre quoi. On va suivre les humains qui vont chercher cette fameuse gemme et on va suivre les lemmings qui vivent plein d'aventures, eux. Ils vont vivre plein d'aventures parce que évidemment c'est des toutes petites bêtes et donc ils n'ont pas beaucoup de protection et donc ils veulent absolument se protéger, mais pour se protéger il faut amasser des objets, etc. Et donc il faut sortir de son terrier, sauf qu'il y a la grande menace des hiboux qui pourraient manger les petits lemmings. Il y a la grande menace des rats qui sont les plus gros ennemis des lemmings. Bref, il y a plein d'aventures. Et ça, c'est l'histoire du tome 1. Et dans le tome 2, eh bien, on est dans la continuité qui va nous amener jusqu'à, je crois que la couverture veut tout dire, hein, ça va nous amener jusqu'au grand moment où, eh bien, le danger est là, ça y est, il faut y faire face, et tagadam boum boum. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, et en grande partie parce que, regardez-moi ces petites bestioles, quoi. C'est pas trop mignon, c'est pas tout juste pour tomber amoureux, pour être là en mode oh, ils sont trop beaux.
Donc voilà, les dessins sont forcément sublimes, je vous montrerai après. Les couleurs sont très belles aussi, on est souvent dans du plutôt foncé, hein, parce que si ma mémoire est bonne, hein, mais il me semble que, il y a de la couleur quand même, mais une grande partie se passe pendant la nuit quand même. Oui, bah, mon souvenir n'était pas si mauvais que ça, encore heureux, parce que si je vous présente en disant que c'est un coup de cœur et que je m'en souviens pas, voilà. Et puis bah forcément, comme dans toutes les histoires, vous avez les méchants contre les gentils. Vous avez les Minx qui sont gentils, vous avez les villageois qui sont... Hein, ça dépend lesquels. Vous avez la jeune petite fille téméraire qui va partir à l'aventure. Et puis vous avez un grand méchant, un sorcier. Oh. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette petite bande dessinée. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Voilà, je vous dis que ça se passe la nuit. La seule planche que je vous montre, c'est la journée. Voilà. Pour vous donner une petite idée, en espérant que je vous ai convaincu d'avoir envie d'essayer. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Forcément, si je vous la présente dans cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup aimé. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. On est d'accord. Ensuite, mon autre coup de cœur de l'année, ça a été L'Homme Montagne de Gauthier et Fléchet aux éditions Delcourt Jeunesse. Cette BD-là, je l'ai découverte au mois de septembre dernier, pendant le mois de la BD, et ça a été un... Ça a été... Alors, l'histoire. L'histoire, c'est des hommes qui sont montagnes. C'est-à-dire qu'au fil des années, au fil de leurs aventures, au fil de leurs voyages, ils ont une montagne qui leur pousse sur le dos. Ce qui ne pose pas de problème. Après tout, c'est des hommes montagnes, donc ils sont faits pour ça. Sauf qu'au fur et à mesure que la montagne pousse, et bien au fur et à mesure que ça pèse lourd, et au fur et à mesure qu'on n'arrive plus à avancer. Et c'est ce qui se passe avec le papa de notre héros, qui est plutôt âgé, qui est en fin de vie, qui va bientôt décéder, malheureusement. Et son papa a tellement voyagé que sa montagne est énorme et que sa montagne pèse beaucoup trop lourd. Et donc, son papa ne sait plus se déplacer. Et le fiston n'a qu'une seule idée en tête, c'est que il veut absolument offrir un dernier voyage à son papa avant que sa vie soit finie. Et donc le petit garçon cherche une façon de pouvoir déplacer la montagne de son papa. Et la seule solution qui lui apparaît, ou en tout cas la seule solution qui lui paraît viable, c'est d'aller voir le vent le plus fort du monde, et demander au vent le plus fort du monde si le vent ne veut pas se déplacer et venir souffler sur son papa pour que son papa puisse bouger. Voilà. Et rien que de vous raconter ça, l'histoire, j'ai les souvenirs qui me remontent à l'esprit, et déjà rien que ça, je suis ému parce que je trouve cette histoire tellement belle et tellement poétique en fait que, 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 que c'est génial finalement, parce que oui d'accord, là c'est un homme montagne, et oui là il sait pas bouger parce qu'il a une montagne sur le dos, mais ça peut être l'histoire de n'importe quel papa, de n'importe quel parent, de n'importe quelle personne âgée. Au fur et à mesure du temps, nous, humains, on ne prend pas de la montagne sur notre dos, mais on prend des rides, nos muscles se fatiguent, on a de l'arthrose, et au fur et à mesure qu'on vieillit, pour moi c'est encore un petit peu tôt quand même, mais au fur et à mesure qu'on vieillit, bien on a de plus en plus de mal à bouger, on a de plus en plus de bobos, etc. Et puis il arrive un moment où malheureusement, plus ou moins tôt, ça dépend des personnes aussi, mais à un moment on ne sait plus bouger, on ne sait plus voyager, on ne sait plus... Malheureusement, hein. Voilà. Et du coup, c'est très touchant parce qu'on suit ce petit garçon qui se rend compte que son papa est en fin de vie, qui se rend compte que son papa ne peut plus bouger, alors que c'est leur lot quotidien aux hommes montagnes, c'est de bouger, de voyager, de voir du monde. Et forcément, il est déjà triste de savoir que son papa est vieux et très vieux, et que ça ne va pas. Mais en plus, il est triste de savoir que son papa ne peut plus voyager, et que voilà. Et voir ce fiston triste comme ça, et voir ce fiston déterminé à faire le tour du monde, et à vivre
tout ce qu'il faut vivre pour pouvoir trouver le vent le plus fort du monde pour aider son petit papa, c'était juste... Moi, tu peux pas me raconter des histoires comme ça, hein? C'est pas possible, quoi. C'est... Et du coup, eh bien, notre petit homme montagne, je ne sais plus s'il a... Ah, mais c'est pas... C'est même pas son papa, c'est son grand-père. Vous voyez, je raconte n'importe quoi. Je ne sais plus si le petit a un nom, je ne pense pas. Mais du coup, il va partir et vous vous doutez bien que... eh bien, ça va pas être toujours une partie de plaisir. Il va rencontrer plein de monde, du monde assez rigolo aussi, puisque il va pas rencontrer des humains classiques, il va rencontrer un arbre qui parle, il va rencontrer des cailloux qui parlent, et j'ai le sourire en disant ça parce que les petits cailloux qu'il va rencontrer, c'était juste trop drôle. Il va rencontrer je ne sais plus si c'est une chèvre ou un... Est-ce que c'est une chèvre ou un mouton ou un bouc? Je ne sais plus trop. Bref, il va rencontrer mille et un personnages, il va rencontrer mille et une péripéties, mille et un problèmes, tout ça pour trouver le fameux grand vent qui va pouvoir aider son papa à voyager. Et c'était juste... Voilà. Et c'était Émilie qui m'avait offert cette bande dessinée. Et voilà. Hein? Je vous montre un peu les dessins. Comme ça, si je vous ai pas encore convaincu, peut-être que ça vous convaincra. Parce que les dessins valent le détour aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve ça dingue. Regardez-moi ça. C'est pas joli, ça? Hein? Allez, avouez. C'est pas joli, ça? Juste sublime. Ensuite, la quatrième BD que j'ai beaucoup aimée cette année, je l'ai découverte tout récemment, je crois que c'était au mois de décembre, et il s'agit de Lord Jeffrey, le tome 1, le train de 16h54 de Ember et Amo aux éditions Kennes. Encore une fois, on va vérifier. Le scénario est de Joel Ember et le dessin et couleurs sont de Amo. Et donc, dans cette histoire, on suit le personnage de Jeffrey qui a 13 ans. Et Jeffrey a vu la terrible nouvelle que son papa a disparu mystérieusement. On ne sait absolument pas ce qu'il s'est passé, on ne sait absolument pas où il a disparu, enfin bref, on ne sait rien. Et autant sa maman que la police en viennent à la conclusion que malheureusement il a disparu et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas un indice, etc. Et il faut classer l'affaire sans suite et il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire sa vie. Sauf que, évidemment, Jeffrey a beaucoup de mal d'abord à se faire à l'idée que son papa a disparu. Hein, quand on a 13 ans et qu'on t'explique que papa il viendra plus parce que papa, on ne sait plus où il est, c'est déjà pas facile à avaler, mais en plus, l'idée qu'on ne le cherche plus, qu'on laisse tomber, qu'on laisse tout ça comme ça ne lui plaît pas beaucoup non plus. Et du coup, Jeffrey va décider de mener l'enquête lui-même. Une enquête qui va être pleine de rebondissements. C'est le moins que l'on puisse dire. J'ai beaucoup aimé la bande dessinée, tout d'abord grâce au dessin, aux couleurs, etc. Je pense que c'est... Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quand même l'un des premiers critères qui fait que j'aime une bande dessinée ou pas. Mais aussi, grâce à l'idée de base, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Quand quelqu'un décide, alors dans ce cas-ci c'est un enfant, mais j'aime bien quand c'est un adulte aussi, mais quand c'est quelqu'un qui décide de se mettre à enquêter sans l'aide de la police, etc. Moi, c'est toujours quelque chose, c'est toujours un point de départ qui me plaît beaucoup. Et dans ce cas-ci, ça m'a beaucoup fait penser à Maman, je m'occupe des méchants, quand le petit dit qu'il y a des cambrioleurs dans le village et que personne ne le croit, etc. Ici, on n'est pas dans le même cas, puisqu'il ne dit pas à la police, j'ai vu des cambrioleurs, etc. Il dit juste à la police, il dit rien à la police d'ailleurs, il fait son truc de son côté. Et donc, il va enquêter et il va se rendre compte que son papa a pris le train pas longtemps avant d'avoir disparu. Il va donc dans ce train, il retrouve la veste de son papa et dans cette veste, il y a une fameuse clé qui va le mener
Voilà. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Et puis, ce qui m'aura beaucoup marqué aussi, moi, personnellement, c'est que les la direction prise, les choix faits par l'auteur m'ont à chaque fois beaucoup étonné et à chaque fois je me suis dit ah ben j'aurais jamais pensé que cette direction soit prise. Donc voilà, j'ai beaucoup 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 aimé personnellement. Et puis c'est un tome 1, un vrai tome 1 parce qu'il y a un cliffhanger à la fin et cliffhanger qui m'a laissé mais je veux la suite. Heureusement, j'ai vu sur Facebook que le tome 2 était déjà bien. On travaillait déjà bien dessus. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ça se passe en Angleterre. Donc si vous aimez l'ambiance anglaise, un peu à la. J'allais dire à la Sherlock. Alors il n'y a pas de point commun. En tout cas, j'en ai pas vu, mais je ne suis pas hyper spécialiste et hyper fan même de Sherlock Holmes. Mais si vous aimez cette ambiance anglaise que moi personnellement j'arrive jamais à définir, mais pourtant on le ressent tout de suite. Un peu comme quand vous lisez un thriller scandinave. Qu'est-ce qui fait la différence entre un thriller normal et un thriller scandinave? C'est difficile à définir si ce n'est l'ambiance de froid et les noms un peu bizarres, mais on voit tout de suite quand c'est scandinave et bien quand c'est ambiance anglaise, je trouve qu'on le ressent tout de suite aussi. Je vous montre un petit peu des petits dessins pour que vous puissiez vous faire votre petit avis. Voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Logique, sinon je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo. Et enfin, la dernière BD que je dois vous présenter, c'est la saga Sous la surface. Alors pour être honnête, mon coup de cœur de l'année, c'est le tome 2, puisque le tome 1, je l'ai lu l'année passée. Mais forcément, pour vous parler de la saga, c'est difficile de vous parler que du tome 2 et de ne pas vous parler du tome 1. Donc retenez que mon coup de cœur de l'année, c'est le tome 2, parce que j'ai lu le 1 l'année passée, mais je vais vous parler du 1, parce que c'est difficile de vous parler du 2 sans vous parler du 1. J'espère que j'ai été clair. Donc il s'agit de Sous la surface, le tome 1 et le tome 2, c'est les deux seuls tomes qu'il y a, c'est une duologie. C'est de Martin Michaud, en fait c'est des adaptations d'un livre qui s'appelle Sous la surface, et donc l'auteur du livre c'est Martin Michaud, et ça a été adapté par Dominici et JF, et c'est aux éditions Kennes. Alors cette histoire, pourquoi j'ai eu un coup de cœur? Je pense que quand je vais vous la pitcher un petit peu, vous allez tout de suite comprendre que, bah oui Ludo, bah oui, on a compris pourquoi ça te plaisait, forcément. Donc, on est aux États-Unis. On est dans du thriller. Et on est pendant la présidentielle américaine, l'élection présidentielle américaine. Ah, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Et donc, on suit dans cette bande dessinée un sénateur démocrate qui se présente à la présidentielle. On est le jour du Super Tuesday. Pour ceux qui ne sont pas familiers des élections américaines, on est dans la première partie des élections, donc on n'est pas dans l'élection présidentielle en elle-même, on est pendant les primaires démocrates, et pendant les primaires démocrates, il y a toujours un mardi. Parfois c'est en février, parfois c'est en mars, en général c'est soit fin février, soit début mars. On a ce qu'on appelle un Super Tuesday qui se passe un mardi, et pendant ce mardi, il y a genre 15, 20 États qui votent le même jour. Et donc forcément, c'est un jour très important pour les candidats parce que, en général, celui qui gagne le plus d'États dans ce jour-là prend une avance considérable, forcément. Et donc, on est pendant ce fameux Super Tuesday. Et c'est un jour important, et pourtant on ne va pas vraiment suivre le Super Tuesday, non, on va suivre l'histoire de sa femme. Sa femme qui s'appelle Lee, et alors, qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? Pourquoi est-ce qu'on suit sa femme? Eh bien, finalement, sa femme n'a rien fait d'exceptionnel là, maintenant, tout de suite, c'est juste que la femme Lee a un passé un petit peu mystérieux, où il s'est passé quelque chose de mystérieux, et donc on a envie de connaître un petit peu plus sur ce qui s'est passé, et de lever le mystère sur ce truc mystérieux qui s'est passé dans son passé mystérieux. Non, en vrai, il y a eu quelque chose dans le passé, quelque chose que Lee a réussi
mettre sous la carpette, sauf que ce petit quelque chose remonte à la surface et donc non seulement ça cause du tort à Ali, mais en plus, eh bien, forcément, son mari est en campagne présidentielle, son mari veut devenir président et donc, eh ben voilà, ce secret pourrait faire du mal à tout le monde, à Ali et à son mari, mais aussi à leurs amis, à leurs proches, etc., etc., etc. Et forcément, il y a une enquête, puisque Lee essaye de comprendre qui est au courant, pourquoi ça remonte à la surface, qui leur veut du mal, etc., etc. Bref, si vous aimez les thrillers un petit peu politiques comme ça, avec des secrets, etc., etc., vous allez adorer. Moi, j'ai adoré autant le livre que la bande dessinée. Je pourrais pas vous dire lisez ça l'un plutôt que l'autre parce que le livre doit être à une vingtaine d'euros. Ici on est à... C'est de la bande dessinée donc je suppose que ça doit être 10 ou 15 euros. Oui, peut-être que le livre coûte moins cher. Bref, que vous lisiez un support ou l'autre, c'est du pareil au même. Là je vous propose les BD puisqu'on est dans un top 5 BD forcément. Mais lisez cette histoire, moi j'ai vraiment 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 beaucoup aimé. Et donc je ne peux que vous le conseiller. Et du coup, eh bien, il me reste à vous montrer quelques petites images pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, on sent tout de suite qu'on est un petit peu dans une BD un petit peu plus adulte, j'ai envie de dire. Voilà, avec des ambulances, de la police, des morts, des boum, des flingues. Ouh. Voilà, voilà. Est-ce que je vous ai convaincu? Ou pas du tout? Dites-moi. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce top 5 bande dessinée de 2019. Vous voyez, bon, j'ai pas eu énormément de coups de cœur, mais autant dire que ceux que j'ai eus, c'est des beaux coups de cœur. Hein? Voilà, comme quoi il ne faut pas la quantité pour passer une bonne année tout de même. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai convaincu et que vous avez envie de lire l'une de ces bandes dessinées. Après tout, c'est le but de ce genre d'exercice. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!